Et bonjour à tous. Salut. Aujourd'hui, on va vous parler de la saison 1 de Doctor Who. La saison 1 de 2024, parce que la série a rebooté une troisième fois, et est disponible sur Disney+. La nouvelle saison vient tout juste de se terminer. On va vous dire ce que l'on en a pensé. Benjamin, elle raconte quoi, cette nouvelle saison ? Bon, je vais peut-être laisser l'expert nous parler de ce que ça raconte. C'est Parce vrai. que C'est toi, vrai. tu es un très grand connaisseur de la série, et moi, j'ai un rapport un peu différent. J'ai vu que les saisons de Russell T Davies. Donc, Je refuse de voir le reste. Donc saison 1 à 4, C'est ça. de la version de 2005. Exactement. Ok. Et celle-ci, du coup. Ok, ça marche. Alors, cette nouvelle saison de Doctor Who, elle raconte ce que Doctor Who a toujours raconté, c'est-à-dire que le Docteur, en fait, est un alien qui a un vaisseau qui voyage dans l'espace et dans le temps. Il voyage avec une compagne humaine de notre époque et il va l'emmener vivre des aventures à travers l'espace et le temps, tout simplement. Donc ça, c'est le postulat de base. Comme souvent, on a une intrigue qui est tournée autour de la compagne de la saison, qui est ici donc Ruby Sunday, jouée par Millie Gibson, qui est une enfant abandonnée dans une église à sa naissance. Et il y a tout un grand mystère qui entoure sa naissance, et aussi tout un grand mystère qui autour de la saison, on en reparlera. Le docteur, c'est un alien, et en fait, à chaque fois qu'il approche de la mort, il change de visage. Ce qui permet d'intégrer dans le lore les changements d'acteurs. Là où par exemple James Bond, il change et puis on s'en fout. Là le docteur vraiment il se régénère, on appelle ça, et il change à chaque fois d'acteur. Ici c'est Ncuti Gatwa. Là par contre toi, tu connaissais très bien Ncuti Gatwa. Oui. Parce que j'avais vu Sex Education, une série que j'ai beaucoup appréciée, donc j'avais vraiment hâte de découvrir ce qu'il pouvait donner en Docteur. Donc voilà, on a des niveaux de connaissances complètement différents au niveau de cette saison, et on va commencer par le plus profane. Benjamin, t'en as pensé quoi de cette nouvelle saison 1 de Doctor Who ? Alors, du coup, comme je l'ai dit, j'ai vu que les saisons de Russell T Davies. Donc avec David Tennant et Christopher Eccleston pour les acteurs. Exactement. Donc je suis pas vraiment perdu, vu que quand je reprends Doctor Who, c'est lui qui reprend la barre. T'as pas regardé les spéciaux avec David Tennant, du coup ? Non, j'en ai vu un, celui du milieu. Voilà. Ok. Ça n'a aucun sens. Je sais, mais c'est comme ça. J'ai beaucoup aimé cette saison. Je pense que c'est la meilleure de Russell T Davies, en tout cas de mes souvenirs. Après, il faut dire que je passe quand même, par exemple, rien qu'au niveau des effets spéciaux de 2005 à 2024, ce qui crée quand même une petite différence, on va pas se mentir. Ouais, puis Russell T Davies est moins kitsch qu'il ne l'était avant. Ouais. Donc il y a plus cette barrière du kitsch qui pouvait déranger certains dans les périodes de David Tennant. Ça me dérangeait pas vraiment, en fait. Ok. Mais là, il y a vraiment plein de trucs jolis. Il y a des trucs moins jolis, mais on y reviendra dans la partie spoil, je pense, plutôt. Mais sinon, il y a plein de trucs très jolis, que ce soit visuellement ou même dans les effets spéciaux. Je trouve que c'est plutôt réussi à ce niveau-là. Après, pas déçu de Ncuti Gatwa, du coup, que j'ai adoré en tant que docteur. Peut-être mon docteur préféré dans ce que j'ai vu pour l'instant. Ouais. En réalité, j'adore David Tennant, mais j'ai plus d'attache avec ce personnage-là, celui de Ncuti Gatwa, Ok. en vrai. Après, moi j'ai adoré Ruby Sunday aussi. Ouais. C'est vraiment une compagne que je trouve... déjà, je trouve le mystère hyper intriguant. Moi, ça m'a vraiment tenu. On en reparlera, il y a plein de mystères dans cette saison. Mais moi, c'est celui qui m'a le plus tenu, en fait, celui de Ruby Sunday. Et globalement, j'ai aimé. Hein. Après, on reviendra épisode par épisode dans la partie spoil. Donc là, on pourra développer un peu plus dans le détail. Mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié cette saison. Et toi, le fanatique? Moi du coup j'étais assez frileux quand j'ai commencé la saison, tout simplement parce que l'ère précédente, donc celle de Chris Chibnall avec Jodie Whittaker dans le rôle du docteur, je l'ai pas vraiment aimé. J'ai adoré Jodie Whittaker, mais j'ai trouvé que l'écriture et la direction prise par Chris Chibnall étaient vraiment pas dingues pour des tas de raisons différentes et on n'est pas là pour en parler. J'aime bien David Tennant, il est un acteur auquel je me suis beaucoup attaché, mais je faisais partie de ceux qui étaient contents qu'il parte parce qu'il avait une écriture très mélodramatique qui me saoulait un peu en fait à la fin. J'ai trouvé que c'était très bien qu'il fasse que 3 saisons.
Donc du coup, quand on m'a dit l'épisode des 60 ans, c'est un retour de David Tennant, quand j'ai vu Jodie Whittaker se régénérer en David Tennant, et qu'en plus je me suis dit Russell T Davies revient, j'étais là, je me disais, Hmm. Je savais pas si je devais être content ou pas. Pour les spéciaux, brièvement, j'ai bien aimé, mais sans plus. Je trouvais pas que c'était à la hauteur des 60 ans et je trouvais qu'on aurait pu rendre hommage à une plus large partie de la série que seulement l'era David Tennant et particulièrement la saison 4 avec Donna Noble. Mais j'ai bien aimé quand même, surtout le dernier du coup, bah, parce qu'il y a Neil Patrick Harris et aussi parce que bah, il y a l'arrivée de Ncuti Gatwa. Ncuti Gatwa, qui est le docteur qui m'a mis d'accord le plus rapidement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on change de docteur, j'ai toujours ce côté de me dire, bon, le prochain a quand même une tâche assez difficile parce que c'était vachement incroyable ce qu'il vient de faire. Et bah, Ncuti Gatwa, sur les dernières minutes de l'épisode de Noël, là où il apparaît, il m'a mis d'accord tout de suite. J'étais dedans tout de suite. Il a quelque chose, t'as envie de partir à l'aventure avec lui, j'ai quelque chose d'entraînant que les autres n'ont pas. C'est un docteur qui est très positif, très optimiste, ce qui était déjà le cas de Jodie Whittaker, mais là c'est beaucoup plus insisté, on sent que le personnage a évolué. Et puis en plus de ça, bah, c'est la troisième série Doctor Who, donc on assiste aussi à une réécriture fondamentale du personnage, comme on avait eu lors du retour de la série en 2005. Parce que là, il a pris du temps pour lui, il ressort d'une période de vacances, globalement. Et donc, du coup, on a un vrai nouveau docteur. Et l'arc de Christopher Eccleston à Jodie Whittaker a été fermé par le retour de David Tennant. Et là, on commence quelque chose de nouveau. Donc, j'ai adoré suivre Ncuti Gatwa. Je trouve que c'est un docteur super intéressant. Il manque peut-être un peu de part sombre. Mais c'est... Les autres docteurs avaient vraiment un côté un peu dark dans le fond. Mais vu que là, il ressort de thérapie, il a plus le côté dark. Il va Ouais. bien. Et Mais... peut-être ça va revenir en fonction des événements. Ouais, mais du coup, on a vraiment un docteur qui sort de thérapie, en fait. Il Mhm. a vraiment Ouais, ce ouais, côté du ouais, complètement. ouais, je vais mieux, mais je suis pas loin de retomber, tu vois. C'est un docteur qui pleure beaucoup. Je sais qu'il y a beaucoup qui se plaignent en l'appelant le Crying Doctor. Ouais. Ouais, bon, Tennant pleurait beaucoup aussi, et je trouve que bah, c'est très bien qu'il pleure, ça ajoute beaucoup d'émotions. En fait, c'est ça, c'est un docteur de l'émotion. Mm. Ce que n'étaient pas les autres, ce qu'était aucun autre docteur avant lui finalement, d'être vraiment dans de l'émotion pure. Et puis bah, Millie Gibson dans le rôle de Ruby Sunday, j'ai adoré. L'actrice est vraiment géniale, son rôle est super bien écrit, l'alchimie avec le docteur fonctionne bien, c'est une compagne qui est intelligente, qui comprend vite les choses, qui suit facilement le docteur, mais qui sait aussi équilibrer le duo qu'elle a avec le docteur. Même dans les compagnons que j'aime bien, ça n'a pas toujours été le cas. Et je trouve que c'est une excellente idée d'avoir écrit ce type de personnage pour accompagner le docteur. Et au final, le duo qu'on suit fonctionne parce que c'est un vrai duo. Mhm. Et c'est vrai que ça n'a pas tout le temps été le cas avec les compagnons, parce que c'était pas tout le temps l'intérêt non plus de le faire. Mais là, avoir le parti pris d'être sur un vrai duo, une vraie dynamique de duo, j'ai trouvé ça plutôt excellent. Et puis en plus de ça, là, cette année, on n'a pas de costume pour le docteur. Il change à chaque épisode, il s'adapte. Pareil, du coup, on n'a que des épisodes qui sont vraiment... C'est presque de l'anthologie, quoi. Mm. Chaque épisode a son identité visuelle, a son identité musicale, les personnages ont leur costume qui leur est propre. Et j'ai bien aimé d'assumer ce côté vraiment purement épisodique. Et en plus de pouvoir suivre la série à la semaine comme ça. Bon, ça a toujours été le cas de Doctor Who, mais c'est pas forcément le cas des séries qu'on a aujourd'hui. Bien que ça revienne. Bien que ça revienne. Un peu, oui. Ouais. Donc voilà, moi je suis très très positif vis-à-vis de ça. Bravo à Russell T Davies aussi pour le bien qu'il a fait au fandom. Parce que c'est vrai que, bon, Moffat a été... Même si j'ai adoré toute l'ère Moffat, je sais que tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Il y avait beaucoup qui étaient contents qu'il parte. Et même moi qui ai adoré son run, je trouve qu'il est resté trop longtemps aussi. Et en plus de ça, Chris Chibnall a beaucoup trop divisé la fanbase. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a divisé. Et du coup, c'est vrai que le fandom de Doctor Who, bah, il était dans un sale état, quoi, quand Russell T Davies a repris le truc. Surtout qu'en faisant revenir David Tennant, bah, c'est pas ça qui a réuni les fans. Et là, il a fait la meilleure chose qu'il fallait faire pour réunir les fans, du mystère. Avec des fans qui font des théories. On y reviendra, mais avant, Davies avait un gros mystère qui traînait sur la saison. Là, il y en a plusieurs, et en plus de ça, moi je me suis retrouvé à aller sur Reddit, à aller regarder des théories de fans, à moi-même participer aux théories.
à en parler avec mes proches autour de moi, à échanger des SMS comme ça, à me dire ouais mais alors tu vois là on a eu ça, là je suis sûr c'est un indice, ça je suis sûr c'est pour nous perdre et tout. Et retrouver ce frisson-là de la théorie, la communication dans un fandom pour faire des théories et parler de l'épisode qu'on va voir la semaine prochaine. J'ai trouvé ça génial. Et je pense vraiment qu'il a régénéré le fandom, Russell T Davies. Et bravo à lui. Et du coup, c'était un vrai bonheur de suivre cette saison. J'ai vraiment hâte de la saison 2. Bon, on va passer directement en spoil pour pouvoir parler de chaque épisode. Ouais, c'est parti. Partie spoil. Into the vortex. I have the whole universe at my fingertips. Oh, this is pain. You can't! Abbey Road Studios! All right, let's take it from the top. Ruby, there are powers beyond the universe. Are you getting scared because you're just babbling now? Ah! Smell faster! No job, no boss, just fun. Classic. I'd love it if you came with me. Et let's go pour la partie spoiler. Maintenant, on va revenir sur chaque épisode et on va commencer par l'épisode de Noël qui lance l'intrigue avec Church on Ruby Road, l'épisode donc de Noël qui comme d'hab se passe sous la neige. La Évidemment. neige qui est très importante dans cette saison. Bon, on part du principe que vous avez tout regardé, hein, si Ouais, vous ouais. êtes là, donc... Si on doit faire attention au spoil, on est foutu. Hein. Donc là, on spoil tout. Il se peut que même en parlant de l'épisode 1, on parle de trucs qui se passent à la Ouais. fin. On spoil tout, à partir de maintenant. Church on Ruby Road, Benjamin, t'en as pensé quoi? Et ben en vrai, ça m'a bien mis dedans, parce que du coup, moi j'ai vu l'épisode pas au moment de Noël. Hein. J'ai tout rattrapé là, dans les 2 dernières semaines avant le final. Pour pouvoir faire cette vidéo avec Maxime et pas le laisser tout seul, le pauvre. Et puis on trouvait ça intéressant que je sois un peu l'avis néophyte, qui n'a pas de ref particulière avec Doctor Who. Ouais, puis qui a Et, tout suivi d'un coup, alors que moi j'ai suivi à la semaine. Enfin, du coup, on a Exactement. vraiment vécu la saison de manière totalement différente. C'est ça, et puis du coup, on profite d'être un duo pour se compléter de cette manière-là. Et moi, ça m'a mis tout de suite dedans, parce que, bon, vous le savez pas, mais je suis quelqu'un qui adore les films parlant d'enfance. Donc Noël, ça me met tout de suite dans une ambiance particulière. J'aime bien quand ça parle un peu de contes, d'histoires, etc. Et là, on a cet épisode, du coup, avec des petits gobelins qui volent un bébé, ils vont dans leur avion chelou, machin. En fait, je trouvais que c'était une vraie aventure. Et ça m'a mis vraiment tout de suite dans la série. Et ouais, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça drôle. Je trouvais que la chimie, du coup, entre Ncuti Gatwa et Millie Gibson... Non, Gibson, c'est ça? Millie Gibson. Millie Gibson marchait immédiatement. Genre, j'étais assez étonné de ça. Genre, Ouais, il n'y a pas vraiment, d'installation, c'est hop. Ouais, je trouve que c'est vraiment immédiat. Encore une fois, j'ai pas vraiment de comparatif, mais en tout cas, là, ça fonctionne de fou. Et ouais, en fait, j'avais l'impression de remettre des pantoufles dans laquelle j'avais été, alors que, bah, non. Et bah, quand une série arrive à te prendre dès le début comme ça, c'est plutôt bon signe pour la suite, généralement. Ok. Pour ma part, moi, c'est un épisode qui m'a surpris parce que déjà, bah, on parle de gobelins. Et il y a une vraie entrée du fantastique, de la fantasy, du merveilleux dans l'univers de Doctor Who. C'est clairement un créneau qui est pris. En plus de ça, c'est expliqué dans le lore que maintenant on n'est plus que dans de la science-fiction, mais qu'il y a du paranormal dans Doctor Who. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ils ont rendu cohérent le fait que le paranormal rentre dans la série. Et ça, je trouve ça bien, plutôt que le virage soit pris en disant « Oh, bah, de toute façon, on s'en fout, c'est Doctor Who ». Donc j'ai bien aimé que le pas soit pris directement avec des gobelins. Davies est toujours très fort pour prendre des virages à 90 degrés et assumer ses trucs très tôt tout de suite et à trouver le bon élément pour assumer ses directions. Je pense au premier épisode de 2005 où on était sur l'invasion des bonhommes en plastique là. Ça paraît oui, c'est kitsch et ridicule, mais en fait, bah, pour redémarrer Doctor Who et te faire accepter tout ce que tu vas voir ensuite, c'était nécessaire. Et là, il fait pareil avec des gobelins. En plus, on a un petit chant de Noël, là, toute la partie où il se retrouve à chanter. C'est drôle. C'est super drôle. Puis avec l'espèce de grand bateau où il y a tout un système de langage et de mécanique avec des cordes parce que c'est du bois et tout. Et puis les gobelins, ils voyagent quand même dans le temps. Donc l'équilibre fantastique science-fiction est super bien trouvé.
Shooty Gatwa qui m'avait déjà engagé sur ces 10-15 minutes à la fin de l'épisode d'avant, je l'ai suivi tout de suite. J'avais l'impression que c'était la 14e saison avec Shooty Gatwa. En plus, c'est un docteur qui fait des cascades. C'est un docteur qui donne de l'espoir, quoi. Il a vraiment ce côté, je suis optimiste, je donne de l'espoir, on va de l'avant, je souris beaucoup. Alors qu'il y a quand même pas mal d'épisodes assez sombres dans la saison, c'est ça qui est intéressant en fait. Mais comme je disais, vu que c'est le docteur de l'émotion, la moindre émotion va être très forte avec Shooty Gatwa. Et l'acteur est aussi très doué pour pouvoir les transmettre rapidement. Puis si vous avez vu le vlog sur Vice Versa, vous savez que moi et l'émotion, ça fait un quand je regarde quelque chose. Oui. Donc ouais, moi j'ai beaucoup aimé. Et puis ouais, ce mystère autour de Ruby est hyper intriguant. C'est ce qui lance la saison. Notamment autour du mystère, autour de tout ça. Mais le coup de génie de l'épisode pour moi, c'est pendant le générique, plus ou moins une scène post-générique, avec la voisine de Ruby, Mrs. Flood, qui regarde la caméra et qui dit « Eh ben dis donc, vous aviez jamais vu de TARDIS avant ?» Et là, le regard caméra, le fait qu'elle reconnaisse un TARDIS, waouh, ça a foutu le fandom en feu. Et je pense que c'est la scène qui a sauvé le fandom. Qui l'a réveillé de ses cendres. Ouais, et même moi, on me présente une nouvelle compagne, on me présente une nouvelle intrigue. En fait, pour les fans assidus de Doctor Who, on a une nouvelle compagne, une nouvelle intrigue qui l'accompagne. Genre, oui, on est habitué. Surtout que Clara avait une intrigue très très forte et très très mystérieuse. Et c'est difficile pour quelqu'un qui suit la série, je pense, d'être aussi intriguant que le lancement de Clara, la compagne de Matt Smith et Capaldi. Ok, d'accord, très bien. Elle fait la transition entre deux docteurs. Ok. Et je pense que Davies le sait. Donc du coup, il nous donne quand même quelque chose d'intriguant. Mais le Mrs. Flood, je pense que c'est vraiment le truc qui a brain les fans. Alors que finalement, le mystère Ruby Sunday, c'était pour la narration de la saison en elle-même et aussi pour accrocher les gens. Ouais. Alors que moi, du coup, Ruby Sunday m'a beaucoup plus impacté. Oui. Parce que quand tu connais pas forcément le lore, moi en fait, vu que c'était une scène pendant le générique, j'étais là en mode ouais, il s'est amusé, il y a un personnage qui parle à la cam, et voilà, c'est tout. Hein. Ouais, c'est ça. Je suis un peu resté là-dessus, même s'il y a quand même il y a un truc qui tique un petit peu, c'est que du coup elle parle du TARDIS, alors que le personnage normalement a rien à voir avec tout ça. Donc j'étais dans un entre-deux, mais en tout cas ça m'a pas réveillé tout de suite, mais oh là c'est qui celle-là et tout. J'étais plus du coup sur Ruby et ce qu'elle allait apporter ensuite plus tard dans la saison. Mais c'est ce qui est talentueux, c'est vu qu'on est sur une nouvelle saison 1, fallait accrocher les fans, mais fallait pas non plus perdre ceux qui regardent la série depuis 20 ans, comme pour moi par exemple, ou depuis 60 ans, comme certains, comme d'autres. Et j'ai trouvé ça très malin, la manière dont il a fait. Après, on va passer à l'épisode Space Babies, des bébés dans l'espace. Benjamin, t'en as pensé quoi de cet épisode ? Ça m'a beaucoup amusé. Je trouvais que la façon d'animer les bébés et tout, ça faisait à l'ancienne, mais en même temps, j'ai trouvé ça cool, plutôt malin. C'est du deepfake, hein, c'est très moderne. Hein. C'est ça, exactement. Mais ça faisait du coup un peu effet à l'ancienne aussi. Je sais pas comment trop expliquer je vois ce ça. que tu veux dire. Mais visuellement, ça a un aspect un peu étrange. Mais du coup, comme t'es dans un épisode un peu étrange, quoi, on parle quand même de bébés qui parlent et qui gèrent un vaisseau. Donc, en fait, du coup, le tout fonctionne. Après, il y a un petit truc qui m'a dérangé. Du coup, ils sont un peu persécutés par un monstre. Ah ouais. Et le monstre en lui-même m'a pas dérangé, mais la mise en scène de comment est mis le monstre, je trouve ça bizarre, genre hyper cut, tu le vois à peine courir, machin, et tout. C'est trop bizarre, et ça revient jamais dans la saison. Alors que des monstres, on t'en montre, il y en a dans la saison. Mais là, celui-là, je sais pas, ils ont décidé de le montrer furtivement, alors qu'à la fin de l'épisode, ils te le montrent très clairement en plus. J'ai pas compris cette mise en scène hyper cut et tout qui n'a aucun sens, que tu comprends pas trop ce que ça vient foutre là. C'était quelque chose qui était très courant dans l'ère Moffat, ça. Pour ok, d'accord. C'est peut-être pour ça que ça m'a pas choqué. Après, oui, je suis d'accord. En fait, il y a toujours ce côté de mettre en scène la créature d'une manière ou d'une autre. Pas forcément en hypercut, tu vois, mais en plein de manières. Et au bout d'un moment, de la voir. Parce que Doctor Who, c'est de la science-fiction, on aime bien voir le truc à quoi il ressemble, tu vois. Ouais, moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est cette histoire de traduction.
Parce que Ah du coup, oui. il s'appelle Bogeyman, donc comme le Boogeyman. Mais du coup, il est fait de morve et boogie, ça veut dire morve. Alors, moi, je regarde en VO et du coup, c'était croque-morve. Ouais, ouais, Voilà, mais ouais, du ouais. coup, avec les sous-titres, j'étais spoilé direct. Oui, Alors que je complètement. suis pas sûr que les gens, Boogeyman, ils ont dit ouais, c'est une manière de prononcer Boogeyman et voilà. Mais croque-morve, vu que je les ai vus se moucher, j'ai fait bah ouais, il est fait de morve en fait. Ouais. Mais j'ai bien aimé la manière dont on a pris tout l'univers de l'enfance et des bébés, enfin de la petite enfance, Ouais. tout le truc du space opéra, Mhm. et on a lié les deux. Ouais. Avec du coup l'IA du vaisseau qui s'appelle qui est la nounou, le monstre dans le fond du vaisseau qui est fait de morve. J'ai trouvé ça incroyable, et puis surtout juste de voir des bébés se poser des questions existentielles mais quand même être des bébés. Ouais, c'est ça. Genre quand t'as la petite qui lui dit non mais moi je veux un câlin quand même. J'ai jamais eu de câlin. Ouais. Oh, la Ouais, pauvre, allez. Ouais, non, c'était très mignon et très amusant. Je pense que c'est un des épisodes les moins importants, entre guillemets, de la saison. On a un vaisseau qui pète aussi. Très important, ça. Très important. Mais voilà, je pense qu'en termes d'événements purs, c'est un des épisodes les moins importants de la saison. Mais par contre, c'est un standalone parfaitement agréable à regarder et assez amusant. Après, c'est l'épisode qui introduit Ruby Sunday à l'univers du Docteur. Aussi. Et d'ailleurs, C'est il l'a vrai. fait exactement de la même manière que dans la saison 1 de 2005. C'est-à-dire, on l'emmène très loin dans le futur, on l'emmène dans l'espace, et en plus, on a la même scène du « Non, mais si, regarde, je peux mettre une puce dans ton téléphone, et tu peux appeler ta maman. Ouais. Et puis, elle va dans l'espace, elle fait « Waouh, dis donc, c'est une planète !» C'est vraiment, il y a 5 minutes de l'épisode, c'est exactement pareil avec Rose et Eccleston en 2005. Ouais, bah en même temps, on recommence et Ouais. faut récupérer les gens à qui on a promis une saison 1, faut aussi les faire rentrer dans l'univers. Mais- Donc c'est un peu nécessaire d'une certaine manière. Ouais, mais surtout que moi qui ai profité de cette saison 1 pour faire découvrir Doctor Who à des gens et les regarder avec eux, j'étais content de revoir des scènes finalement qui m'avaient moi aussi introduites il y a 20 ans à Doctor Who, Ouais, et de me dire, complètement. ah ben chouette en fait, c'est ce guide, donc Russell T Davies, c'est ce guide qui m'a mis dans l'univers, et là il réaccompagne quelqu'un d'autre de la même manière, Ouais. et du coup j'étais en confiance de faire découvrir ça à mes proches. Donc voilà pour Space Babies. Ouais. Maintenant, on va passer à The Devil's Chord, un épisode avec les Beatles, hahaha, lolilol, ils sont là 5 minutes, mais Et ils sont là. surtout avec un nouveau grand méchant du nom de Maestro. Voilà, la musique a disparu et les Beatles sont des chansons de merde. Benjamin, t'en as pensé quoi de cet épisode ? La musique n'a pas disparu. Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'on la laisse mourir. C'est ça que j'ai trouvé intéressant. C'est la faire simplement disparaître aurait été sympa, mais moins intéressant. Narrativement, c'est compliqué, quoi. Oui, complètement. Mais là, en fait, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que en fait, la musique accompagne pas du tout la vie. C'est considéré comme un truc vraiment nul et qui est en train de mourir. Il faut le laisser crever, en fait. Et du coup, j'ai trouvé ça assez impactant, notamment avec les Beatles, quand ils parlent de la musique, genre comme si c'était rien, quoi, alors que ça fait partie des plus grands artistes musicaux de notre ère. J'ai trouvé ça assez intéressant, assez touchant. Après, voilà, Maestro est un des personnages marquants, quand même, de cette saison. Et l'interprétation de Jix Monsoon Ouais. est incroyable. Et il porte l'épisode sur ses épaules. J'aurais bien voulu, cependant, que ça aille un peu plus loin. Je trouvais que justement, ce méchant avait une carrure de grand méchant. Après, moi, je connais pas du tout les différents méchants, par exemple, de Doctor Who, etc. On était sur du neuf. Là, pour le coup, on était sur du méchant neuf. C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu ce type de méchant, jamais comme ça. En plus, avec les regards caméra. Le Toymaker de Neil Patrick Harris avait ce côté-là, d'ailleurs, on le dit, hein, c'est son enfant. Il y avait déjà les regards caméra et tout, mais du coup, là, c'était encore plus assumé. Et justement, Maestro avait ce côté rafraîchissant de « Ah, enfin, un nouveau méchant qui va devenir culte, qui est efficace, et qu'on nous ressasse pas un énième... Ah, en fait, c'était le maître et les Cybermen. » Ouais, non, mais complètement, et ça c'est vraiment bien, mais du coup... j'aurais voulu plus, en fait, j'aurais voulu un peu plus de ce méchant-là, de cet univers-là, où il risque de n'avoir plus de musique, et comment la réveiller, tout ça. Donc,
En fait, au final, j'ai aimé l'épisode, mais j'aurais voulu qu'il soit plus marquant parce que je trouve qu'il avait vraiment le potentiel d'être beaucoup plus fort. Et au final, je le mettrais à peu près au même niveau que Space Babies, du coup. Ok. Mais moi, j'ai l'impression que Russell T Davies veut faire un épisode purement musical. Qu'on a tâtonné avec les Gobelins et avec la scène de comédie musicale pure de Devil's Cord. Et que c'était un peu pour tâter. Et je me demande si en saison 2, Maestro va pas revenir et que ça va pas être l'occasion d'assumer un épisode musical. Ce serait super. Parce que du coup, avec tous ces délires... avec tous ces délires des dieux et du paranormal, finalement, même l'idée de la comédie musicale à la fin est rendue crédible de manière diégétique, en fait. C'est toujours ce qui gêne généralement les gens qui aiment pas les comédies musicales, c'est de dire ils se mettent tous d'un coup à chanter et tout. Ouais, mais là il y a eu un effet un peu, il y a eu une magie d'un dieu qui a enlevé la musique, donc maintenant que la musique revient, elle réexplose d'une certaine manière. Ouais. Et puis en plus avec le There's always a twist in the end, qui met sur la piste de ce personnage interprété par Susan Twist, qui réapparaît en fait à chaque fois. Le nom de famille de l'actrice a mis en feu pareil le fandom. Quand on a vu qu'elle était castée dans tous les épisodes, qu'elle s'appelait Susan Twist, après chacun guettait le truc. Donc c'est aussi ça qui a réamorcé le mystère Susan Twist avec il y a toujours un twist à la fin. En plus le messager, le Harbinger, qui annonce l'arrivée de Maestro, a survécu, donc Maestro va revenir. Je pense vraiment pour le coup que c'était une intro à Maestro. Vu que c'était un nouveau méchant, il y a moyen. Russell T Davies avait besoin quand même de dire vous êtes ok ou vous êtes pas ok. Parce que j'ai vraiment des délires de ouf en tête avec, mais si vous êtes pas ok, on va pas y aller. Mais si vous êtes ok, on va fort y aller. Non, et franchement, voilà, le défaut, c'est qu'on voit pas assez, quoi. Ouais. Donc, j'espère qu'on en aura plus, en tout cas. Ouais. Après, moi, l'autre petit bémol, c'est que Doctor Who nous habitue souvent à des épisodes historiques. On a rencontré Agatha Christie, Shakespeare, Rosa Parks aussi. Mais c'est toujours des épisodes où, ah ouais, là on va se concentrer et on va voir une figure historique et ça va être le personnage central. Je pense notamment à l'épisode sur Vincent Van Gogh qui est un chef-d'œuvre. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui va me contredire là-dessus. Pas moi en tout cas, je l'ai pas vu, je pense. Et voilà, personne ne me contredit. Et là en fait, du coup, quand on se dit, ah, il y a les Beatles, bah automatiquement, on s'attend à ce qu'il y ait un épisode centré sur les Beatles, et ça aurait été très chouette qu'ils servent à autre chose que jouer 3 notes à la fin, et qu'on ait vraiment un truc sur les Beatles. Surtout qu'au début, ils sont vraiment au cœur de l'intrigue. Genre, on se dit, ils vont être là, en plus, avec leur chanson toute pourrie qui me fait hurler de rire, là. Mon chien est mort, là, je sais pas quoi, c'était hilarant. Mais voilà, j'aurais préféré qu'il soit plus présent et qu'on ait un vrai épisode historique. C'est une petite tradition dans Doctor Who. Mais bon, voilà, Doctor Who, c'est le changement et faut toujours accepter le changement dans cette série. Sinon, c'est difficile de la suivre. Maintenant, on va passer à l'épisode Boom. Ah oui. Le retour du grand, du seul, de l'unique, Steven Moffat. Benjamin, toi en plus de Steven Moffat, tu connais que ces épisodes de Russell T Davies, hein, donc Girl in the Fireplace, Blink, Forest of the Dead, tout ça. T'as pas vu son run ? Et non. Donc tu n'avais pas la joie, comme d'autres, de le revoir écrire un épisode, mais t'en as pensé quoi ? Non. D'autant plus que j'avais complètement oublié, parce que tu m'en avais parlé quand même, que Moffat revenait sur un épisode, et quand j'ai lancé l'épisode, j'avais complètement oublié... Donc, et je crois que j'avais même pas vu au générique, j'avais pas fait gaffe. Donc en fait, j'ai vu l'épisode sans savoir que c'était celui de Moffat. Ok. C'est un épisode très intéressant que j'ai énormément apprécié. J'aimais bien cette idée d'unité de lieu et de temps, déjà. C'est quelque chose qui me plaît généralement dans les œuvres en général. Le fait de réussir à passionner alors qu'on est vraiment dans un lieu unique avec une petite poignée de personnages et dans un temps réduit. Et là, il y a un vrai délire. Du coup, on arrive en pleine guerre. Une guerre contre on sait pas trop qui, une espèce de brouillard qui tue les gens. Contre personne, on est dans la partie spoil. Hein. C'est vrai, je peux le dire direct. Mais voilà, c'était pour dire mon ressenti pendant l'épisode. J'étais vraiment en mode, ouais, bon, je comprends rien cette guerre déjà. Ok, sûrement que c'est pas intéressant, on va voir ailleurs. Et du coup, le docteur marche sur sa petite mine là, et du coup est obligé de rester là. Et tout se passe autour de cette mine où il y a le docteur et comment il va réussir à s'en sortir. Et c'est là qu'on commence à vraiment rentrer dans l'émotion, je trouve, pure. À voir l'attachement qu'a le docteur à Ruby, parce que Ruby meurt
dans l'épisode, oulala. Eh oui. Mais elle revit dans l'épisode, évidemment. Ça, c'est pareil, c'est du grand Moffat. Hein. Ouais. On tue les compagnes, c'est bon. La routine. Ouais, c'est ça. Et du coup, ouais, voilà, je le retiens comme vraiment l'épisode qui revient, enfin, qui vient avec l'émotion nous impacter. Même au niveau des personnages secondaires, je trouve que l'émotion passe bien. Du coup, le personnage de la femme soldat perd son potentiel copain ou futur copain. Mandy, ouais. Voilà. Et la petite fille perd son père. Donc tout le monde perd quelqu'un, hein, c'est bien, tout le monde est égaux dans cet épisode. et ouais, voilà, je retiendrai l'émotion de cet épisode en fait. Ok. Bah ouais, moi j'ai bien aimé, je suis fan de Steven Moffat, c'était du Moffat pur jus. Comme d'hab, un concept fort. Ouais, c'est ça en fait. Moffat pur jus, un concept fort. En plus, il s'auto-ref, ça fait toujours plaisir. Notamment avec ces idées des soldats qui portent des noms de religieux. Donc c'est plus des colonels, des généraux, c'est des évêques, c'est des cardinaux. D'ailleurs, ils ont le petit Ouais. truc de pasteur là. Ouais, et c'était ça, c'est le lien. En fait, c'est toutes les thématiques de Moffat. C'est une espèce de best-of Moffat dans cet épisode qui fait énormément plaisir à revoir. Il revient pour l'épisode de Noël. Qu'est-ce qu'on a hâte, surtout que c'est lui qui avait fait les meilleurs épisodes de Noël jusque-là, donc c'est d'accord, très bien le- que Russell pour T. le Davies prochain, là Ouais. Ok, d'accord. Le prochain qu'on va voir, c'est du Moffat. Ok. Donc voilà, comme je disais, il a écrit les meilleurs, donc je trouve ça très bien que Russell T. Davies lui confie cette tâche. Ouais, voilà, moi ça m'a juste fait plaisir. T'as bien résumé en fait, je trouve. Puis c'est là qu'on découvre aussi l'émotion du docteur, quoi. Ouais, C'est là complètement. c'est là où Shutigatwa permet d'ajouter de la profondeur un peu à son interprétation du Ouais, docteur. c'est là qu'on voit ses premières faiblesses, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, Ouais. mais où vraiment on le sent un peu désespéré, où il n'a pas vraiment de solution et Bah, que ça vient au fur et à mesure. Ouais, puis le docteur, il a des gadgets, son tournevis, son TARDIS, il bouge, il se balade. Là, le docteur, il peut pas bouger. C'est ça. Et exactement. la force du docteur, c'est de se mouvoir. Et je trouve ça très intéressant d'avoir fait... est-ce que la plus grande faiblesse du docteur, c'est pas de rester immobile et d'être forcé à l'être? Ouais. Et donc ouais, voilà. Très 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 fort. Et d'ailleurs, petit truc, mais Disney+, quand vous demandez d'inverser des épisodes dans la saison, ça se voit. Parce que début de Devil's Cord, Ruby... Ah, ça fait 3 mois qu'on voyage ensemble, docteur. Boum. Ah là là, mais Ruby, j'ai pas capté que c'était le premier ciel extraterrestre que tu vois. Donc ça fait 3 mois que tu voyages avec Ruby Ouais. et tu l'as jamais emmené sur une autre planète. Et oh, à d'autres. Et puis en plus de ça, c'était pour que Devil's Cord corresponde à la sortie de leur documentaire sur les Beatles ou de leur série sur les Beatles, je sais pas quoi. Enfin bref, c'était clairement... voilà. Calculé. C'était calculé. C'est dommage. En vrai, bon, ça c'est pas flagrant et au pire, les fans inverseront leur visionnage. Mais J'avais absolument pas remarqué. ouais. Voilà. C'est... Voilà. 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 Ça se voit pas pour les novices, mais ça se voit pour ceux qui regardent les épisodes 3 fois dans la semaine. On va passer maintenant à l'épisode 73 Yards, 66,7 mètres pour les francophones. Ou 73 yards. Benjamin, t'en as pensé quoi de ce chef-d'œuvre? D'accord, ok. Très bien. Bon, bah, on en reste là, peut-être. Non, bah oui, en effet, c'est clairement l'épisode qui sort du lot de cette saison. Je pense que tout le monde... Vas-y, c'est bon. Bah, c'est clairement l'épisode qui sort du lot. Je pense que pour tout le monde, ce sera à peu près leur épisode préféré de la saison. J'ai un peu du mal à imaginer comment ça ne peut pas l'être, tellement on voit la grandeur qui a été mise dans cet épisode, l'épopée, l'épique en fait, vu qu'on a quand même le droit à la vie entière de Ruby Sunday, avant de repartir à zéro, bien évidemment, comme d'habitude. Mais là, on a, en fait, il se passe beaucoup de choses déjà. J'ai bien aimé, vous commencez à me connaître, j'aime l'horreur, évidemment. Et donc là, il y a un vrai concept d'horreur avec cette personne qui se trouve toujours à la même distance et qui te fait des signes bizarres. Tu vois pas son visage, tu sais pas qui c'est, et qui te suit. Et au final, quand quelqu'un va lui parler, et bah, la personne te regarde et part en courant, en gueulant, et veut plus jamais te revoir. Donc c'est quand même bizarre, quoi. C'est flippant de ouf. Ouais, voilà, c'est flippant. Et donc ça marche de fou.
D'ailleurs, je me posais la question, mais au final, on sait pas qu'est-ce qu'elle lui dit Non, et je trouve aux ça gens. Tu tellement vois. bien. Ouais, Parce c'est... que finalement, si tu le savais, tu ferais oh, ça va. Ouais, Quoi ouais. que ce soit, tu te Hmm. dirais forcément oh, ça va. Ouais, c'est Et ça. justement, je trouve que c'est bien qu'on n'ait pas d'explication dans cet De toute épisode. façon, c'est forcément un truc mystique. Pour moi, c'est pas elle leur dit un truc, c'est genre un truc mystique qui se passe et Ouais. ça dérègle ton cerveau complètement. Ouais, et puis je disais que le fantastique et le merveilleux faisait son entrée dans Doctor Who, mais c'est l'épisode qui confirme vraiment ça. Parce Mm. qu'en plus, Kate de Unit dit clairement on a maintenant une unité pour le paranormal, on n'est plus que sur des phénomènes extraterrestres. Ouais. Et en plus de ça, on est sur du vrai épisode fantastique. On n'a pas d'explication à la fin, c'est que du mystère. Et mon dieu, cette première partie d'épisode en mode flip au Pays de Galles là. Mm. Quand elle rentre dans le pub et tout, Ouais. même toute la partie sur la côte, c'était merveilleux. Après, effectivement, on a toute la partie politique. Moi, je trouve qu'on aurait peut-être pu aller un peu plus loin sur la partie politique. Ça aurait gagné peut-être d'une minute ou deux, histoire d'approfondir cette partie. Ouais. Mais vu que c'est la partie sur laquelle on développe le vrai côté émotionnel, avec le fait C'est complètement ça. d'accepter de vieillir seul, d'accepter d'avoir été abandonné, en fait. Elle est là toute la tragédie de l'épisode. C'est que Ruby Sunday, c'est une orpheline qui va devoir accepter de terminer seule. C'est terrible. Ah ouais, complètement. Et puis, ouais, comme tu dis, il y a plein de mystères auxquels on ne répond pas. Où est le docteur ? Ouais. Il disparaît comme ça, il y a on nous explique rien. Parce que si c'était le fait de marcher sur le truc, pourquoi Ruby elle disparaît pas ? Mais Il disparaît, on sait pas. c'est surtout que ce qui est d'autant plus mystérieux maintenant qu'on vient de voir le tout dernier épisode de Empire of Death, c'est que on a eu la confirmation que le champ de perception du TARDIS, donc ce qui empêche les gens de se dire tiens c'est marrant il y a une cabine de téléphone au milieu d'une falaise au Pays de Galles, est à 73 yards. Ouais. Donc il y a un lien. Enfin, tu vois ce que je veux dire complètement. On ressort à chaud d'Empire of Death, donc j'ai pas encore fait le lien, j'ai pas encore regardé et discuté avec d'autres personnes du pourquoi, du comment. C'est ça. Vous l'avez peut-être déjà vu sur Reddit ou autre, mais c'est ça qui est fou dans cet épisode. Et en plus, tu vois, c'est marrant parce que dans 73 yards, je me suis dit, dans cet épisode, on a eu un gros indice pour la fin. Ouais. Je sais pas lequel. Oui, pour moi, c'est un épisode vraiment central parce que ça se voit en fait que les moyens sont mis dans cet épisode. Tu vois, genre, il est chéri cet épisode. Mais même visuellement, je trouve qu'il a une gueule très très particulière, très cinématographique. Il n'y a pas de générique. Il n'y a pas de générique. Voilà, on veut quand même le faire démarquer. Ouais, et puis c'est un épisode qui est très personnel, je trouve, pour Russell T. Davies. On sent qu'il y a on sent qu'il y a une part personnelle. Qu'on n'est pas juste dans de l'amusement et du c'est fun, j'ai un concept, j'ai un truc à dire. Ah oui, non. Et puis même, c'est pas fun du tout. Ouais. En fait, c'est le contraire du fun cet épisode. Parce qu'au début, c'est flippant et après, t'as envie de chialer. Donc, c'est quand même assez particulier et c'est tenu. C'est très bien tenu jusqu'au bout. Où tu comprends plus ou moins que la personne, c'est Ruby elle-même, quoi. Et quand elle est une petite vieille. Et ouais, elle est touchante, même quand elle est en petite vieille et tout, qu'elle revient voir le TARDIS en mode ouais, mon vieil ami. T'as vraiment l'impression d'avoir vu une aventure complète, d'avoir regardé un long métrage en fait. Ouais. Alors que l'épisode n'est pas si long. 40 minutes, comme tous. Non, ils durent tous plus que 40 minutes. Oui, on est dans ce format-là à peu près. Quoi. Ouais, il y en a quand même pas mal au-dessus de 50, mais... Ah ouais oui, la moitié de la saison, facile. Ah d'accord, j'ai pas regardé alors. Mais oui, il doit faire 45 minutes, 50 minutes, quoi, mais t'as vraiment l'impression d'un long métrage. Et ça, du coup, j'ai beaucoup apprécié parce qu'on m'a vraiment emmené dans une aventure individuelle. Et celui-là, notamment, j'aurais beaucoup aimé l'avoir vu... avec une semaine d'écart avec le prochain, pour vraiment le digérer en tant qu'unité, en fait. Et là, j'ai tout bouffé comme un porc. Donc, ouais, mais je pense, limite, c'est l'épisode de la saison qui se revoit. Je trouve que dans chaque saison de Doctor Who, il y a vraiment des épisodes où tu peux te dire, tiens, j'ai envie de me mater celui-là. Et je pense que c'est 73 yards. Surtout que j'avais tellement adoré Boom, que je me suis dit, je suis content que Davies revienne, je suis content que Moffat revienne, mais le symptôme un peu des saisons de Davies à l'ancienne, c'est que les meilleurs épisodes de chaque saison étaient ceux de Moffat. Et d'ailleurs, c'est comme ça que la BBC a dit Russell T. Davies, tu te casses, c'est Moffat le showrunner maintenant.
Et du coup, Russell T Davies Fairplay rappelle son bon copain pour écrire un épisode. Mais du coup, je me suis dit, Russell T Davies, en plus, on voit qu'il s'est amélioré. On voit qu'on est sur du nouveau truc. On va encore avoir une saison où le meilleur épisode, c'est un Moffat. Ouais. Tu vois, j'aurais été très content, mais c'est dommage pour Davies. Et juste derrière, on a 73 yards. Et Comme si c'était calculé. Ouais, ben non, parce que du coup, je pense que c'était Devil's Cord qui allait entre les deux. Ah bon? Ah oui, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Mais oui, du coup, ça fonctionne comme ça. Et en plus, Russell T Davies fait un peu du Moffat. Hein. C'est-à-dire qu'on fait du flippant, on fait un délire temporel, du timey-wimey pour les intimes. Donc, ouais, on dirait que même lui, il a fait « Ah, c'est vrai qu'il y a du bien dans Moffat. » Ouais. Là où Moffat, quand il avait pris le run, il s'était rebasé quand même sur pas mal de choses de Davies. Et là, en fait, l'échange Davies-Moffat s'est conclu dans cette saison. Avec Boom et avec 73 yards, quoi. Ouais. Donc voilà, le chef-d'œuvre de la saison, on l'annonce, hein, c'est notre top 1 à tous les deux. Ah oui, clairement. Puis Boom est notre top 2 à tous les deux. Oui. Voilà. On a globalement le même avis en plus sur la saison, ce qui est marrant du coup, parce que d'un fan à un novice, on a le même avis sur les épisodes. Notamment, on a le même avis sur le suivant. Ouais, d'ailleurs, Dot and Bubble. Absolument. Benjamin, tu en as pensé quoi? Alors, déjà quand ça a commencé, j'ai fait What the fuck, Black Mirror? Oh. Et donc Charlie Brooker, tu es là? ouais, c'est ça, genre il y a une vraie vibe Black Mirror, notamment l'épisode avec les notations sur les applications, là, le 1 de la saison 3, je crois. Mais on a des gros monstres dégueulasses parce que quand même on est dans Doctor Who. Exactement, c'est important. Cet épisode-là, j'aime beaucoup l'idée de la bulle. De vraiment être enfermé dans un truc où tu regardes même pas où tu marches, quoi. Tu te laisses guider. Pour même marcher devient compliqué. Ils savent pas marcher sans leur putain de bulle. Mais le début de l'épisode fonctionne bien. Ah ouais, complètement. Franchement, j'ai trouvé l'idée hyper pertinente, hyper intéressante. Derrière, par contre, ouais, hein. Voilà. Surtout le discours, quoi. C'est pas très intéressant. Oui, le discours est vieux. Voilà, clairement. Alors, j'ai vu une autre interprétation des gens qui disaient qu'aussi l'épisode parlait de l'entre-soi des riches blancs, quoi. Ah, clairement, oui, voilà. Ça en parle. Au-delà du côté les jeunes avec leur téléphone, parce qu'il y a ces deux discours-là dans l'épisode. Oui, voilà, le discours est pas pleinement, totalement inintéressant, c'est juste que on prend du vieux, un avis vieux, et on le fait le conjuguer avec des trucs un peu évidents. Ouais, oui, les riches blancs, machin, à la fin, oui, bon, des gros racistes, ok, bon, bah, allez crever tout seul sur votre planète, on est tous heureux, sauf le docteur qui veut sauver tout le monde. Mais moi, j'étais très content, allez-y, allez crever tout seul. Mais en fait, moi, je m'en fous. Cet épisode, j'ai adoré l'intro, j'ai adoré la toute dernière scène où elle lui dit « Mais j'ai pas envie d'être sauvé, pas par toi, vas-y, casse-toi. » Voilà, avec le docteur qui pleure et qui crie et tout. J'ai adoré ça. Par contre, toute la partie vraiment où on commence à partir en aventure et tout... Oui, et puis en fait, le problème, c'est que généralement, les personnes que doit sauver le docteur, on s'y attache. Ce qui nous crée déjà une première passerelle avec l'épisode. Là, ils sont tous exécrables. Ouais, Ils sont tous mauvais, quoi. Il y a juste le gars un peu la star, là, mais lui, qui est complètement insipide. Ouais, mais il est pas détestable, tu vois. Il a l'air gentil. Mais il est insipide. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Les autres sont carrément détestables. Genre vraiment inintéressants au possible et t'as juste envie de les voir crever. Ce qui se passe plus ou moins. J'aurais bien aimé qu'il y ait un truc visuel où on les voit crever concrètement. Ça m'aurait fait un peu plaisir, j'avoue. Ouais. Bon, on l'a pas eu, écoutez. Moi qui est dégoûté par les limaces, j'ai eu du mal à regarder les monstres, je t'avoue. Ah. Je suis hélicophobe. Et ouais, ça m'a assez terrifié. Mais ouais, c'est ça, le fond. Après, il y a une direction artistique que je trouve très jolie avec les couleurs un peu pastel comme ça. Oui, c'est Black Mirror, quoi. Donc. Voilà. Voilà. Enfin, bon, il y en a toujours des épisodes plus faibles dans les saisons. Oui, c'est clairement l'épisode le plus faible. Voilà. Et il en fallait un. C'est celui-là. C'est pas le plus nul de Doctor Who. Hein. N'est-ce pas Kill the Moon? Mais voilà. C'était pas ouf. Voilà. Mais mais l'intro et la fin fonctionnent bien. Et maintenant, on va passer à Rogue. Oui.
Benjamin, dans Rogue, il y a un acteur que t'adores qui s'appelle Jonathan Groff. Oui. Tu en as pensé quoi? De Jonathan Groff. Bon, je l'aime toujours beaucoup. Hein. Non, globalement, un peu mitigé pour ma part. Je sais que Rogue a apparemment beaucoup plu à ce que tu m'as dit. Ouais. Moi, j'avoue que, connaissant et aimant beaucoup Jonathan Groff, clairement, c'est pas le rôle qui va me marquer de lui. Je trouve la romance très forcée. Très rapide, ouais. Oui, ouais, forcée, quoi, c'est le mot, je trouve. Évidemment, c'est sauvé par le fait que c'est interprété par Ncuti Gatwa et Jonathan Groff, donc oui, il se passe un truc. Mais je suis désolé, en termes de narration, d'écriture, je trouve que ça ne marche pas. On est dans un univers dont je n'ai rien à foutre. Donc voilà, Bridgerton, tout ça, là, les trucs de on danse au bal, là, en faisant... Je déteste, ça ne m'intéresse pas, je m'en fous. Donc, pareil, j'avais pas l'univers non plus pour me raccrocher un peu à l'histoire. Les aliens sont cool quand même. Les aliens sont cool. L'idée est cool, sauf que tu comprends l'idée à 10 minutes de la fin de l'épisode. Et ils en profitent pas, je trouve, de ce truc de... on adore les univers, on va dans cet univers, on se met en costume de cet univers en tuant les gens, du coup. Et l'idée est super cool, mais je trouve qu'on n'en profite pas. Et je trouve que c'est pas en étant en mode Bridgerton que tu peux t'en amuser. C'est quoi, autant assumer, genre en plus il parle clairement de cosplay, Aller au Comic-Con, quoi. Mais oui. Comme ça, t'imagines, bon, je suis pas sûr qu'il ait le droit, évidemment, mais genre t'as Spider-Man qui vient les attaquer, et ensuite t'as, je sais pas, un orc de Warcraft. Il y avait des idées à faire, tu vois, pourquoi on s'enferme avec des gens en robe, on s'en fout. Non, bon, force à ceux qui regardent les chroniques de Bridgerton et tout ça, mais voilà, moi j'aime pas ça. On l'a dit dans le podcast, en vrai, c'est vrai qu'on n'aime pas, mais vous allez tous tellement kiffer votre vie, les fans de Bridgerton, on vous envie de... Ouais, voilà. On aimerait aimer. Mais moi, cet univers-là, je parle de Bridgerton parce qu'il c'est cité dans l'épisode, mais vraiment tout ce qui est historique de cette période, ça ne m'intéresse pas. Donc, j'avoue que je suis resté un peu de côté avec cet épisode, même s'il y a des bons éléments, mais pour moi, c'est le deuxième plus faible de la saison. Je suis d'accord que c'est le deuxième plus faible. Après, moi, j'ai quand même beaucoup aimé. Notamment parce que, oui, il y a Jonathan Groff, mais il y a Indira Varma qui nous livre une prestation étonnante de sa part, et j'étais très content de la voir. Et en fait, elle permet à ce que l'intrigue autour des aliens ait un peu de consistance. Ce qui, si ça avait été par une actrice pas aussi talentueuse, on n'en aurait rien à foutre et on en aurait eu des yeux que pour l'histoire avec Jonathan Groff et le docteur. Effectivement, la romance est forcée. Après, voilà, vu que Ncuti Gatwa est dans l'émotion, qui se laisse complètement envahir par un coup de foudre, un coup de cœur, je veux bien, surtout que finalement les scènes entre eux fonctionnent, surtout celle dans le vaisseau où il passe Kylie Minogue et tout. On a un docteur qui drague ouvertement. Ça, je n'ai jamais eu. Ça fait partie des nouveautés aussi. Et puis du coup, ouverture d'intrigue, retrouve-moi, machin. Je soupçonne un petit spin-off, parce que je sais que la BBC et Disney+ veulent faire ça. Non, mais un truc centré sur Rogue, en fait. Non, par pitié, non. Ah ouais? Ah ouais, non, vraiment pas. Ok. J'aime pas le personnage, ça m'intéresse pas. Et du coup, ce qui est marrant quand même, c'est que c'est le seul épisode qui n'est pas écrit par Russell T Davies, qui est écrit par des nouvelles scénaristes. Et en fait, j'ai vraiment eu l'impression, moi, c'est de regarder un épisode de l'ère David Tennant. Ça aurait tellement pu être un épisode David Tennant, avec la manière dont toute l'intrigue est gaulée, on est vraiment là-dedans, quoi. Donc c'est marrant, on a l'impression qu'il a appelé de nouvelles scénaristes, et que les nouvelles scénaristes ont voulu faire du Davies à l'ancienne, en fait. Je sais pas si c'était dans le brief ou pas, mais il y a vraiment cette sensation-là. Après, voilà, c'est vrai que le coup du « Ah, Ruby, peut-être qu'elle est morte », et en fait, non, et cosplay... c'était pété, les gars, on n'a pas vu la scène, enfin... oui, bref. et puis bon,
On allait pas la faire crever, quoi. Ouais, c'est ça. Après, voilà, c'est un épisode qui introduit une nouvelle scénariste. Je veux bien être indulgent envers elle. Oui, bien sûr. Après, Et puis l'épisode on n'est pas verra bien. désagréable. Il y a Dot and Bubble qui officie d'épisode le moins bon. Oui, clairement. Et puis du coup, il y a moyen qu'on revoie Rogue dans quelques épisodes. Faites-en quelque chose de mieux, par pitié. Ouais, la fin de la saison avec The Legend of Ruby Sunday. L'épisode qui commence par terminer l'arc. Ouais. On va savoir qui est Susan Twist. On croit qu'on va savoir qui est Ruby Sunday, mais c'est pour l'épisode d'après. Bon, on peut parler des deux en même temps. On parle des deux en même temps. Ouais. On parle des deux en même temps. Donc l'autre c'est Empire of Death, qui marque le retour d'un méchant issu du 4e Docteur qui s'appelle Sutek. Mhm. Benjamin, tu en as pensé quoi ? Alors, au début, j'ai trouvé ça un peu rapide. Genre, on arrive direct dans l'épisode en mode ouais, il y a cette meuf, je la vois partout et tout, c'est quoi le problème? Genre, ils arrivent. Comment s'appelle l'endroit où ils vont? Unit. Ouais, voilà. Ils arrivent à Unit et tout, et c'est vraiment genre les 30 premières secondes de l'épisode, c'est le docteur en mode hey, regardez, il y a elle, bon, vous allez me taper des petites recherches parce que franchement. Je la vois à sa tête partout, c'est quand même chiant. Bon, allez, on y va, hein. Let's go. Et je trouve ça un peu rapide au début de comment introduire le truc. Je trouve qu'il y avait moyen de, je sais pas, prendre son temps, amener le truc pour que ensuite on arrive à Unit. Enfin bon, bref, c'est du détail, c'est pas très grave, mais ça va un peu vite. Et après, moi je n'y connais rien, donc quand le twist de fin d'épisode de la première partie c'était Sutek, j'étais là en mode ok. Oui, bon, c'est un méchant, il est dégueulasse. Je disais que j'aimais beaucoup les effets spéciaux de cette saison, sauf Sutek, qui est vraiment hideux as fuck. Ouais, c'est vrai qu'ils ont un peu chié, ouais. Ah ouais, non, là c'est vraiment raté. Le design est cool, mais le rendu de la texture est pas bien, quoi. Ah ouais, bon, le design c'est un yinche égyptien, là. Non, mais j'aime bien, il a un rubis au milieu, je crois que ça avait un lien, mais non. Et puis les yeux comme ça, là, machin. Puis le fait qu'il ait sa grande cape autour du Tardis, j'aime bien. Ouais, ça, oui. En fait, oui, ce qui est intéressant, c'est qu'il soit autour du Tardis, mais sinon, son design en lui-même, moi, je trouve qu'il est banal. Et surtout, c'est moche, quoi. Mais c'est pas très grave, parce que, bon, le reste de la saison est bien fait, donc ça va. Du coup, à la fin du premier épisode, j'étais un peu en mode... c'est bien, on commence à avoir des réponses et tout, mais j'espère que la suite va quand même nous promettre quelque chose de plus... Parce qu'on a quand même pas les principales réponses à la fin de cette première partie. Mhm. Et donc, du coup, la deuxième partie qu'on a vue tout à l'heure, donc pardonnez-moi si j'ai des approximations, je viens vraiment de voir l'épisode et je suis pas un expert. Même nous deux, on n'a pas débriefé encore cet épisode. Non, pas vraiment. C'est plutôt cool, ça conclut bien. On a un au revoir entre Ruby et le docteur. J'espère que c'est un faux au revoir. Bon, d'après ce qu'on a entendu, elle reviendra la saison prochaine. Visiblement, elle revient. Il y aura 2 compagnes la saison prochaine. Ouais. Donc, j'espère, parce que moi, Ruby, vraiment, je m'y suis vraiment attaché. Et j'ai encore envie de la voir un petit peu, quoi. Ouais, puis ce serait surprenant qu'elle reste qu'une saison. Jusque-là, on a eu que Bill qui restait qu'une saison. Donc, ouais, reviens Ruby, reviens. Ah oui, par pitié. Et donc, du coup, on a la révélation du mystère. Qui est la mère de Ruby ? Eh bien, c'est une random totale. Et alors, c'est un côté intéressant, donc c'est un twist déceptif. Mais c'est tellement bien écrit. C'est plutôt bien écrit, bon... très bien écrit, je dirais pas ça reste quand même dans des carcans très déjà vus pour moi. Je trouve pas que ce soit grandiose non plus, mais disons que vu comment ils ont fait monter la sauce, je pense que tout était déceptif et assumer le fait que ce soit déceptif, c'est plutôt bien. Et du coup, ça promet pour Ruby des jours meilleurs, parce qu'elle retrouve sa mère. C'est pas un concept bizarre ou un alien au fin fond de la galaxie. Non, c'est une petite humaine qui était là, qui l'a abandonnée parce qu'elle avait 15 ans, elle pouvait pas assumer son enfant, et puis en plus elle avait un beau-père qui la battait, ou je sais plus, un truc comme ça. Ouais. Donc voilà, pour la protéger, elle l'a laissée devant une église, et donc Ruby est heureuse de retrouver sa mère. Elle va potentiellement retrouver son père aussi.
Donc voilà, un côté déceptif pour nous, mais beau pour le personnage et plutôt bien amené. Donc ça c'était cool. Après, je vais te laisser parler pour toucher à des trucs où tu pourras peut-être ouvrir un peu plus. Moi, voilà, c'était surtout la narration et savoir comment on allait terminer les petits points. Ah oui, il y a Mrs. Flood aussi. On n'a pas parlé depuis l'épisode 1, je crois. Bon, Mrs. Flood qui réapparaît et qui nous fait un petit avertissement de narrateur, hein, bien narratif, en mode bon bah voilà, Ruby c'est cool, elle aura une fin heureuse. Par contre le docteur, une fin très terrifiante, machin et tout. Donc c'est bien, ça intrigue, ça continue de mettre des pistes. Donc on n'a pas de réponse sur Mrs. Flood. Même si on se doute bien que avec les délires de Dieu, de Panthéon, d'avoir conscience du quatrième mur, tout ça, ça doit être la déesse de la narration, je pense. Ça doit être quelque chose comme ça. Ouais. En tout cas, moi, il y a vraiment... avant qu'on débriefe avec Maxime, je lui disais que justement, pour moi, c'était une sorte de narrateur, de personnage omniscient à la série. Limite, une sorte de Deadpool qui aurait conscience d'être dans une série et tout. Ça pourrait être marrant, hein, pourquoi pas. Donc, je pense qu'on aura des réponses dans la saison 2. J'imagine qu'ils vont pas abandonner la piste de Mrs. Flood comme ça. Donc on verra à ce moment-là. Pour le reste, en c'est disant ok. que le docteur, ça va se terminer dans une absolue terreur. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ça tease un peu la suite, parce que ouais, effectivement, on prend le choix de fermer l'arc, comme à chaque fois avec Doctor Who. Donc fallait un peu donner envie. Il sert de Mrs. Flood pour ça. C'est encore une fois très intelligent. De la même manière que c'était génial de le faire pour la fin du premier épisode de Noël. Là, on le refait. En plus, elle a une tenue très particulière, avec une valise. Pareil, on vient tout juste de regarder l'épisode, mais je pense que des fans ont déjà analysé la mallette sous toutes ses coutures, et pareil pour la manière dont elle est habillée. Moi, ça m'a fait penser à Mary Poppins. Mais vraiment Mary Poppins. Et en plus, elle a une robe très blanche et tout. Genre, elle a une classe qui se dégage un peu en mode Cruella d'enfer. Désolé, je balance des refs personnels. Il y a une théorie, une théorie drôle, hein, qui dit que Mary Poppins c'est une Time Lord, enfin une seigneur du temps, que Mary Poppins c'est de la race de... et je sais pas si on va peut-être nous le dire maintenant. Mais ouais, parce que du coup, avec tous les délires de brisage de quatrième mur et tout, est-ce que du coup on va pas pouvoir se permettre genre un épisode animé, tu sais, où ils vont aller dans un délire dessin animé, ou est-ce qu'on va pas pouvoir pousser les délires de télévision de quatrième mur jusque-là? Ah, peut-être. Est-ce que du coup, c'est pas ces portes-là qui l'ouvrent avec les délires des dieux, des panthéons, des regards caméra? Ouais, puis j'y avais pas pensé, c'est un truc là, vraiment ça pop là. Un délire sur la télévision, on reprend un peu des trucs de la télévision, ça me fait penser à WandaVision. Ouais. Et il y a peut-être, du coup, vu que c'est sur Disney maintenant aussi, ils ont peut-être dit WandaVision, ça a bien marché quand même. On ferait pas un truc où on parle un peu de télé, méta, machin et tout. Ouais. Pourquoi pas? Après, Disney a pas tant d'impact que ça dans la production, c'est surtout un diffuseur. La BBC a vraiment laissé la prod à Bad Wolf Productions. Déjà, même la BBC, elle a délégué la prod. Donc, Disney amène de l'argent, donc... ils ont quand même un petit poids décisionnel. C'est vraiment la société de production de Russell T Davies avec Julie Gardner, une troisième personne dont j'ai pas le nom, qui gère la série. J'ai entendu beaucoup de gens dire oui, depuis que Disney, nanani, nanana. Déjà, à partir du moment où ils voient une chanson sur Disney+, ils considèrent que c'est Disney qui impose des chansons partout. Faut vraiment arrêter avec ça, les mecs. Mais du coup, non, Disney a pas tant de poids que ça, en vrai. C'est surtout du Russell T Davies. Enfin, surtout, moi qui connais bien le scénariste, j'y ai pas vu beaucoup d'influence extérieure, en tout cas néfaste, d'une boîte de prod américaine, quoi. On est sur du Russell T Davies pur toute la saison. Et calmez-vous avec Disney et à penser que Disney change drastiquement ses séries ou ses films en y mettant des chansons dedans, quoi. Ça peut arriver, mais pas sur celle-là, en tout cas. Ouais, puis sinon, du coup, pour revenir sur le final, j'ai trouvé ça hyper talentueux de la part de Davies parce qu'il a disséminé des indices et des faux indices tout au long de la saison pour les théories. Et les 15 premières minutes de Legend of Ruby Sunday, c'est ce qu'il y a sur les forums. Quand j'ai regardé l'épisode, j'étais en mode oui, bon, bah, c'est les théories, quoi. Et là, j'ai réalisé que l'épisode avait été écrit et réalisé bien avant que qui que ce soit fasse des théories, vu que l'épisode de Noël n'était pas diffusé. Donc ça veut dire que le gars, il a piffé toutes les théories des fans.
Et c'est incroyable de le faire à ce point-là. Ouais. De manière aussi précise, c'est-à-dire qu'il nous a menés par le bout du nez, en fait, Russell T. Davies. Et je disais tout à l'heure qu'il avait fait renaître le fandom. Bah ouais, il a fait renaître le fandom et il le montre encore bien en rendant hommage au fandom dans le début de l'épisode. Après, moi, le concept qui m'a fasciné, c'est le concept de la fenêtre temporelle. Ah oui, c'est Je me vrai, suis j'en dit, ai mais pas parlé. putain, Oui. mais pourquoi personne n'a pensé avant à un truc aussi génial que la fenêtre temporelle, qui est vraiment le cœur narratif de tous les épisodes. Ça permet dans le deuxième épisode de faire arriver ce fameux Tardis souvenir. D'ailleurs, Tardis souvenir qui est laissé à Unit. Il existe toujours ce Tardis. Ah, hein. ouais. Unit a un Tardis maintenant. Unit, Mhm. sortez-le le spin-off les mecs, vous êtes pétés. Vous avez le petit robot, vous avez l'équipe, vous avez déjà le casting. Je suis vraiment pas surpris que le spin-off Unit arrive. Il y a tout. Ça fait spin-off quoi. Mais là, je m'étais déjà dit ça dans The Giggle, le dernier épisode avec Tennant là, des 60 ans. Parce que ça faisait déjà ça. Et là, les gars, ça se voit. Faites-le. En plus, on a envie de le voir. J'ai vraiment cru qu'ils avaient tué Kate, moi d'ailleurs. Puis bon, après, quand j'ai vu que tout le monde mourait, j'ai dit, bon, d'accord, tout le monde va revivre. Non, ça va. Mais vu que Kate est la première à mourir, c'est excellent parce que je me suis dit vraiment, waouh, ils ont tué Kate. Moi, j'ai vraiment eu l'effet Avengers Infinity War. Encore Disney. Est-ce que c'est oui. Non, mais il y a vraiment cet effet-là de oh non, ils meurent tous. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Oui, ils vont revivre. Et oui. Évidemment. Du coup, c'est vrai que bon, bah, l'épisode est très rapide. Le premier épisode, en tout cas, Legend of Wilson, est très rapide. Il a le talent de nous faire travailler autour des réponses, de nous en donner certaines, mais pas toutes. Effectivement, quand Sutek arrive, bah, moi qui n'ai pas spécialement regardé les épisodes du 4ème Docteur, j'étais pas là à me dire, ouais, putain, trop bien, j'ai vu la théorie traîner, mais voilà. Mais du coup, j'aimais bien le fait que bah, ça ne soit pas ce que moi j'avais deviné, qu'on me surprenne, et qu'en plus que, bah oui, il est resté accroché au Tardis, ça explique pourquoi le Tardis grogne, même si on sait pas tout à fait depuis quand il est accroché au Tardis. On suppose que c'est pendant les 60 ans chez les fans, mais pareil, avec les éléments qu'on a eu dans cet épisode, il y a peut-être de quoi de retravailler un peu le quand il est arrivé. Et ils en remettent en plus une couche sur Suzanne. Ouais, Suzanne, qui est la petite fille du Docteur, dont on n'a jamais reparlé depuis sa disparition et une apparition pour le 20e anniversaire de Doctor Who, je crois. Où tout le monde voilà, pensait qu'elle était dans la saison, mais en fait c'était une fausse piste. Et en plus, même moi, je m'étais dit que dans les intrigues à reprendre de l'ancienne série, l'intrigue de Suzanne, c'était clairement un des gros mystères. Pourquoi ? Parce que Suzanne, c'est la petite fille du Docteur, la toute première compagne, donc c'est un personnage très important, hein, c'est la première compagne. Mais si c'est sa petite fille, ben, ça veut dire que le Docteur a eu un cogéniteur, hein, c'est un seigneur du temps, donc une femme, un homme avec qui il a fait cet enfant-là, qui a fait un enfant, qui lui-même a eu un cogéniteur avec qui il a fait Suzanne. Et en plus de ça, dans l'épisode d'avant, il nous dit que oui, alors Suzanne, c'est sa petite fille, mais peut-être que la femme et les enfants avec qui il les a eus sont pas encore arrivés. Ouais. Il lâche un truc, genre oui, c'est compliqué. J'aime bien cette idée-là parce que moi, ça a toujours été ma théorie à propos de Suzanne, c'est de me dire qu'elle était sa petite fille, mais d'une incarnation à venir. Donc j'aime beaucoup, moi, cette idée qui pose. Même si du coup, il avait déjà été présenté en tant que père. Enfin bref, on sait que Russell T. Davies, il a quelque chose à nous raconter avec Suzanne. Est-ce que la prochaine compagne, du coup, ce sera pas Suzanne ? Voilà, on connaît l'actrice, mais vu que Suzanne est une seigneur du temps, bah on sait pas. Après, les seigneurs du temps ont été éradiqués avec la bombe génétique du maître. Donc pareil, est-ce que Suzanne n'est pas tout simplement En fait, il se dit Suzanne a été désintégrée avec la bombe génétique du maître, mais après, derrière, il dit oui, c'est vrai que je suis pas allé la revoir, et voilà. Ouais, mais surtout là, dans le dernier épisode, les dernières phrases, c'est pour Suzanne, hein, plus ou moins. Ouais, on va vers Suzanne. Hein. Avec Ruby qui lui dit, qui lui reparle de ça et tout. Mais Puis Suzanne, vous l'avez jamais revue et tout, machin. Ouais, mais ça, c'était une erreur et peut-être que je la reverrai. Un truc. Il remet ça, c'est les dernières phrases du Docteur dans la saison, quoi. C'est vrai. Est-ce que du coup, on va pas laisser à Steven Moffat sur un épisode de Noël de faire revenir le personnage de Suzanne ? C'est quand même pas improbable. Eh oui. Mais c'est vrai que l'intrigue va par là. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit sur ce qu'on a pensé. Pas à peine de faire de conclusion, la vidéo est un peu plus longue que les autres.
Beaucoup plus long, beaucoup je plus dirais, long, oui. Et en plus de ça, bah, vous avez vu ce qu'on a pensé de toute cette saison, qu'on a Voilà. adoré. Mhm. Moi, je me fais un plaisir de la regarder une quatrième fois, parce que vu que je regarde à peu près tous les épisodes 2-3 fois, bah, je me refais toujours un run complet à la fin, parce que je n'en ai jamais assez, moi, de Doctor Who. En plus, on retrouve les épisodes de Noël qu'on avait perdus pendant la période Whittaker, parce qu'on avait des épisodes de jour de l'an. Bref, on n'est pas là pour parler de cette ère. Mais du coup, je suis content qu'on retrouve un épisode de Noël, j'ai hâte. Gatois, c'était génial. Gibson, c'était génial. Russell T. Davies, t'es un génie. Doctor Who, c'est trop bien. Voilà. Absolument. Voilà. Non, c'était bien, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Pour une conclusion tout en nuance et tout en subtilité. Exactement. Hâte de voir la saison 2, on verra ce que ça donne. Exactement. En tout cas, c'est tout pour nous. On est présent sur les réseaux. On sort un podcast dont on vient de sortir le dernier épisode de la saison qui est dispo sur les plateformes. On est aussi sur TikTok pour du format plus court, où d'ailleurs j'ai débriefé sur TikTok tous les épisodes semaine par semaine. Ouais. Je vais le faire aussi pour Empire of Death, histoire de terminer et de clôturer la chose. Sinon, on parle de tout, de films, de jeux vidéo, de musique. Nous, c'est une fin de saison pour nous. Ouais. Après pas mal de podcasts, de critiques et de TikTok et de live Twitch, nous, on termine cette saison. On se retrouve sur TikTok cet été et particulièrement sur YouTube et les plateformes de podcast à la rentrée. C'est ça. Merci à tous de nous avoir suivis pendant toute cette saison. On a accompli beaucoup de choses pour cette Ouais, saison 1 de on Cult est My très Cult. fiers et on espère que vous nous suivrez pour la suite. Surtout, évidemment, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à mettre un commentaire pour nous dire aussi ce que vous avez pensé de cette saison, vos théories pour la suite aussi. Si vous avez des choses qui vous viennent en tête et que vous voulez le partager avec nous, on vous répondra, on en discute. Ah, si Cult My Cult peut devenir un endroit où on fait des théories Doctor Who, j'en sais le premier avis. Ah, j'imagine. Et Je vous invite chez moi pour les théories. on fait un podcast, voilà. Allez, venez tous. Un live Twitch avec les fans Absolument. pour débriefer. Et donc, bien sûr, mettez la cloche aussi également. Voilà, on a fait le tour, Maxime. On va pouvoir dire au revoir. Bah ouais, hein. Mhm. En tout cas, sachez que toute cette saison, nous n'avons donné que notre avis. Faites-vous le vôtre. Ciao! Bye.